Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le chapitre 5 du cours de calcul et d'analyse de coûts. C'est enfin le dernier chapitre de l'année sur ce module et nous allons traiter ici des coûts préétablis et des budgets flexibles. Dans un premier temps, je vais vous présenter les principales limites des méthodes de coûts historiques. Ensuite, on définira bien sûr ce que sont les coûts préétablis et grosso modo comment est-ce qu'on calcule des coûts préétablis. Et puis ensuite, on rentrera dans le cœur de la technique avec les principales difficultés qu'on a à déterminer les coûts préétablis des matières, de la main-d'œuvre directe et les coûts préétablis des unités d'œuvre. C'est un chapitre assez facile puisque vous avez déjà des bonnes bases, notamment sur les coûts complets. Et on va essayer simplement de transposer les méthodes de coûts complets sur une optique prévisionnelle. Donc vous n'aurez sans doute aucun mal à faire l'application du cours, qui est le cas prévis, qu'on va corriger ensemble. Et vous aurez à faire en complément de cette séance le cas Xénon et le cas Pulmarine, qui sont des exercices dont vous aurez les corrigés sur l'ENT. On commence tout de suite, mais avant un petit avertissement. Vous aurez, alors bien sûr il y a une partie cours avec une partie rédactionnelle qui n'est pas toujours géniale pour ceux qui n'aiment pas trop écrire, mais sachez qu'il y aura des petites applications et à chaque fois qu'il y a des applications, essayez de jouer le jeu comme en cours. Je vous demanderai de faire pause et donc faites pause et essayez de trouver vous-même les réponses plutôt que de recopier directement le corrigé qui va venir dans la vidéo. Bon courage à tous pour cette séance. Commençons tout d'abord par développer les limites des méthodes de coûts historiques. Alors, jusqu'à présent, on a étudié plusieurs méthodes de calcul de coûts, mais essentiellement, vous avez la méthode des centres d'analyse et la méthode ABC. Le point commun entre ces deux méthodes, c'est qu'à chaque fois, pour calculer nos coûts, en fait, on se base sur les informations qui nous sont remontées, informations sur les matières qui ont été consommées, sur la main-d'œuvre qui a été consommée, sur les charges indirectes qui ont été consommées. Et une fois qu'on a ces informations, eh bien, on va a posteriori calculer les coûts qui ont été effectivement supportés par l'entreprise. Et on ne peut connaître en fait ces coûts que a posteriori, puisque on ne peut pas avoir les informations avant que les coûts soient effectivement supportés par l'entreprise. C'est pour ça qu'on appelle ça des coûts historiques, parce que finalement on les connaît après coup, si je puis dire. Et ce n'est pas sans poser certains problèmes. Le premier problème, en fait, c'est que pour calculer vos coûts, eh bien, vous avez besoin de votre base de données d'information, c'est-à-dire du montant des charges qui ont été consommées. Et ces informations vous sont parfois remontées tardivement, du fait de lenteur administrative ou de lenteur de procédure dans le calcul des coûts. Et ça, ce n'est pas sans poser problème, puisque vous avez besoin d'avoir ces informations le plus rapidement possible pour calculer vos coûts le plus rapidement possible, pour pouvoir ensuite vous projeter vers l'avenir et donc prendre des décisions. L'autre problème de la méthode des coûts historiques, c'est que ce sont des données qui sont tournées vers le passé. Or, vous avez besoin, pour faciliter votre prise de décision, de vous tourner vers le futur. Et du coup, c'est en partie contradictoire de vouloir éclairer exclusivement le futur par des références au passé, qui ne peuvent tenir compte forcément des évolutions dans les processus de production, des évolutions dans le prix que vous allez fixer sur le marché, ou des évolutions dans les matières, dans le coût des matières que vous allez supporter, parce que vous avez des matières dont le prix varie énormément. Puisque les méthodes de calcul de coûts qu'on a appris jusqu'à présent présentent ces limites, eh bien on va essayer maintenant de se projeter vers l'avenir en essayant de prévoir les coûts que l'entreprise va supporter. Donc c'est ce à quoi va répondre la notion de coûts préétablis, qui sont, selon le plan comptable général 82, des coûts qui sont évalués a priori, donc a priori ça veut dire avant, pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts. Plus simplement, en fait, les coûts préétablis sont juste des coûts prévisionnels, donc des coûts que l'on va calculer avant la réalisation des événements qui les engendrent. Donc on va calculer le coût prévisionnel de la quantité prévisionnelle qu'on a prévu de produire, tout simplement. Donc ça va nous servir de coût de référence, et au moment venu, eh bien, on pourra se servir de cette référence pour comparer ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. En fait, ça va nous servir à trois choses, ces coûts préétablis. Dans un premier temps, ça va nous servir à établir des budgets. Donc les budgets, ce sont des prévisions, ça peut être une prévision des achats, une prévision des consommations de main-d'œuvre, une prévision des charges qui correspondent à la production. Donc vous avez toute une partie que vous allez étudier dans le cadre du semestre 4 où vous allez apprendre à établir ces différents budgets. Dans un deuxième temps, les coûts préétablis vont vous permettre de calculer, dans le cadre du contrôle budgétaire, des écarts entre les coûts réels et les coûts préétablis, donc les coûts réels et les coûts prévisionnels, ce qui est essentiel pour le pilotage de l'entreprise.
Donc c'est ce qu'on appelle, c'est une grande partie en fait du contrôle de gestion, hein, où vous faites la comparaison entre ce que vous aviez prévu et ce que vous avez effectivement réalisé pour déterminer, peut-être que vous avez consommé plus de matière que ce que vous aviez prévu, donc est-ce lié au fait que votre personnel a fait plus de déchets que d'habitude? Est-ce lié au fait que votre matière première était de moins bonne qualité que d'habitude? Donc on essaye à chaque fois de mettre en évidence à la fois des écarts et ensuite le rôle du contrôleur de gestion, ça sera d'identifier l'origine de l'écart et d'y remédier évidemment. Troisième intérêt, ça va être de déterminer le prix de vente à fixer par l'entreprise, puisque si vous connaissez vos coûts prévisionnels, en y appliquant la marge désirée par l'entreprise, eh bien vous serez en mesure de déterminer le prix de vente de votre produit. Il existe plusieurs types de coûts préétablis, parmi lesquels les coûts standards et les coûts budgétés. Les coûts standards, on voit bien la notion de standard, donc de référence, hein, qui va nous servir par la suite à comparer ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. Donc ce sont des coûts prévisionnels qui sont déterminés à partir de données techniques qui sont parfaitement standardisées et de valeurs normalisées. En fait, ces données techniques nous sont données par un service qui est dans l'entreprise qui s'appelle le bureau des méthodes. Dans ce bureau des méthodes, en fait, on va établir des nomenclatures, des gammes d'opérations. Donc dans les nomenclatures, par exemple pour un vélo, on aura la nomenclature qui nous dit que pour fabriquer un vélo, on a besoin d'un cadre, d'un guidon, de 2 pédales, d'un dérailleur, de 2 roues, de 2 plaquettes de frein. Donc ça va être la liste de toutes les matières premières dont vous aurez besoin. Et puis vous allez avoir également toute une gamme d'opérations à réaliser. Donc par exemple, il faut souder le cadre avec le guidon, par exemple, il faut visser tel endroit à tel endroit, par exemple, il faut visser la pédale sur le pédalier. Et donc vous allez avoir la liste de tout ce que l'entreprise va devoir faire pour fabriquer le vélo. Alors bien sûr, dans cette liste qui est donnée par le bureau des méthodes, eh bien on vous donne exactement ce qu'il faut faire et puis on va également minuter chaque opération qui va être réalisée par l'entreprise. Donc ça va nous servir de référence pour la mesure ensuite des performances de l'entreprise. Parmi les standards, on peut définir différents types là aussi de coûts standards. On a tout d'abord le standard idéal. Donc le standard idéal, c'est le coût standard qui est obtenu en exploitant les facteurs de production dans les meilleures conditions possibles. C'est un coût qui est normalement, naturellement inaccessible, donc ça voudrait dire que toutes les opérations sont réalisées à la perfection dans le timing parfait. Et si vous comparez les performances des acteurs de l'organisation systématiquement à ce standard idéal, ça risque de décourager les acteurs de l'organisation puisqu'ils vont se dire bah non, on n'arrivera jamais à atteindre ce coût-là. Donc on se réfère plus largement au standard moyen. Donc le standard moyen, il est calculé à partir d'une base de données historique qui correspond à une extrapolation de ce qui a été déjà fait. Donc en fait, on regarde combien de temps en moyenne les acteurs ont mis pour, je sais pas, monter le vélo. Quelle quantité de matière est-ce qu'ils ont consommé, quelle quantité est-ce qu'ils ont gâché parce qu'il y a eu des défauts à un moment donné dans le processus. Et puis on les compare à ce standard moyen. Le problème de la comparaison des performances de l'organisation avec un coût standard moyen, c'est que si on se réfère systématiquement au passé, eh bien les acteurs ne sont pas franchement incités à progresser et donc ça risque de freiner les évolutions en proposant une référence passée qui n'est pas nécessairement optimale. Donc on se réfère encore davantage à un standard normal qui est établi en tenant compte d'une activité normale eu égard aux conditions économiques et aux moyens techniques disponibles au moment où on fait la prévision. Donc ce standard est couramment admis et il constitue une référence réaliste qui semble devoir être retenue systématiquement pour nos prévisions de coûts. Deuxième type de coûts préétablis, ce sont les coûts budgétés, qui sont des coûts prévisionnels qui sont issus des budgets d'exploitation. Donc ces coûts budgétés correspondent essentiellement aux coûts prévisionnels que vous allez établir pour les centres d'analyse de l'entreprise.
Donc ils ont pour objet de contrôler l'activité de ces centres et de mettre en cause les responsabilités. Ces budgets constituent une des composantes essentielles du contrôle budgétaire que vous allez là aussi développer au semestre 4. Pour calculer vos coûts préétablis, le principe est assez simple puisqu'on va les élaborer de la même façon que les coûts constatés, à savoir on va additionner des charges directes et des charges indirectes, sauf que au lieu d'avoir des données historiques, on va se baser sur des données prévisionnelles. Donc de fait, on se base sur une addition de charges directes et de charges indirectes. Qu'est-ce que vous connaissez comme charge directe? Principale charge directe consommée par l'entreprise. Je vous ai entendu le dire. C'est bien évidemment le coût des matières consommées. Et bien pour déterminer le coût préétabli des matières consommées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous demander combien de matières est-ce que je vais consommer pour ma production prévisionnelle, et vous allez multiplier ça par le coût unitaire de chaque matière que vous comptez consommer, coût unitaire qui est un coût unitaire prévisionnel. On note ça donc de la façon suivante, on prend la quantité préétablie multipliée par le coût unitaire préétabli. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme charge directe? Il y en a une deuxième qui est très courante, qu'on a tout le temps, c'est bien sûr la main-d'œuvre directe. Et bien la même chose, vous allez prévoir le temps de main-d'œuvre que vous allez devoir consacrer à votre production multiplié par votre taux horaire prévisionnel, qu'on appellera donc un taux horaire préétabli. On note donc, pour le coût préétabli de la main-d'œuvre directe, temps préétabli multiplié par taux horaire préétabli. Bien évidemment, on va consacrer ensuite un petit peu de temps à déterminer comment est-ce qu'on fait pour calculer un temps préétabli, comment est-ce qu'on fait pour déterminer un taux horaire préétabli, puisque ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Pour les charges indirectes, eh bien, on va se baser sur l'analyse des centres d'analyse et on va se demander quel est le nombre d'unités d'œuvre prévisionnelles multiplié par le coût préétabli de l'unité d'œuvre, donc là aussi le coût prévisionnel de l'unité d'œuvre. Si le centre d'analyse a une activité qui est mesurée par une assiette de frais, c'est-à-dire une grandeur monétaire, on prendra alors la valeur préétablie de l'assiette de frais multipliée par le taux de frais préétabli. Voyons maintenant plus précisément comment déterminer les coûts préétablis des matières. Donc d'une manière générale, on l'a dit juste avant, pour déterminer le coût prévisionnel des matières, pièces ou composants que l'on va consommer, on va faire la multiplication entre les quantités préétablies de matière et le coût unitaire préétabli. Donc on va reprendre ces deux éléments successivement et dans un premier temps, je vais me centrer sur les quantités préétablies, c'est-à-dire les quantités prévisionnelles que je compte consommer. Pour déterminer les quantités préétablies, il faut déterminer en fait les quantités physiques prévisionnelles de matière à intégrer dans les éléments de coût. Cela va nous poser deux types de problèmes. Le premier problème est un problème technique parce qu'il faut lister toutes les matières que vous allez devoir utiliser pour votre production. Vous allez donc avoir besoin d'une nomenclature qui vous sera fournie par le bureau des méthodes. Et dans cette nomenclature, on vous indiquera toutes les matières, tous les composants qui seront nécessaires à votre production. Cette nomenclature devra, le cas échéant, tenir compte de l'existence de déchets ou de rebuts, parce qu'il faut parfois acheter une quantité plus importante de matière, parce que parfois vous pouvez avoir des défauts dans les matières que vous achetez, donc vous en achetez toujours un petit peu plus. Donc vous avez un exemple ici d'une nomenclature de brouette, où on vous dit exactement qu'il faudra avoir par exemple un axe de roue, 4 boulons à l'endroit numéro 7, 2 manchons, 2 supports, une roue, une benne, etc., etc. Cela sera complété par la suite par une gamme d'opérations qui vont vous permettre de monter effectivement la brouette. Mais pour l'instant, on est vraiment sur la liste des matières premières standard qui est à utiliser pour une brouette. Je vous ai parlé juste avant là, de l'existence parfois de déchets et de rebuts. Il faut parfois utiliser plus de matière pour pouvoir avoir effectivement le nombre de matières que vous allez consommer dans votre produit fini. Prenons un exemple. Pour la fabrication d'une pièce métallique, les services techniques ont calculé que le produit fini comprendra 302,4 g de métal. Sachant que la découpe entraîne des chutes de 20%, je vous demande quelle quantité de métal il faudra approvisionner. On va donc poser le problème de la façon suivante. C'est là où je vous demande de réfléchir un petit peu. On va poser X, qui est la quantité de métal que l'on doit approvisionner. Et on sait que X, la quantité qu'on va s'approvisionner, moins 20% de X, puisqu'on va perdre 20% de chute, doit nous donner 302,4 grammes. Du coup, vous allez me déterminer X en me faisant X égale
302,4 divisé par 0,8, il faut donc acheter 378 grammes de métal pour la fabrication d'une pièce métallique qui n'en comprendra à la fin que 302,4 puisqu'elle aura perdu au passage 20% de sa matière sous forme de chute. Autre problème pour déterminer la quantité unitaire préétablie, donc quantité qui résulte, on l'a dit, directement de la nomenclature, c'est que cette quantité, en fait, doit forcément être évaluée par rapport à un niveau de production défini. En l'occurrence, considérons que les services techniques ont estimé à 3 kg de matière M la quantité à incorporer normalement dans une pièce P. Je vous le disais à l'instant, la quantité totale du facteur de production ne pourra être évaluée que par rapport au niveau de production que l'on définit. On va alors définir deux niveaux de production qui sont essentiels pour l'analyse. La quantité de matière M dont on va avoir besoin pour la production prévue, donc la production prévisionnelle. Elle va pouvoir être calculée très rapidement, mais ne permettra pas d'analyser de façon pertinente les différences avec les quantités qui sont réellement consommées. Il sera donc plus pertinent, dans le cadre de vos prévisions, de calculer la quantité préétablie, donc la quantité prévisionnelle qui correspond à la production que vous avez réellement supportée. Autrement dit, vous vous demandez, si j'avais dû prévoir combien je dois consommer de matière M pour la production que j'ai effectivement réalisée, combien est-ce que j'aurais dû consommer? Donc ça, c'est plus pertinent en termes d'analyse, mais le problème, c'est que cette prévision ne pourra être réalisée qu'à posteriori. Par exemple, si la production prévue est de 2500 produits P, alors on définit la quantité préétablie de la production prévue en faisant tout simplement 2500, c'est-à-dire la production prévue, multiplié par 3 parce que c'est le nombre de kilos qu'on est censé consommer pour chaque produit P. On est donc censé consommer 7500 kg de matière M si on réalise effectivement la production prévue. Mais une fois que votre production s'est réalisée, vous vous rendez compte, vous avez prévu de produire 2500 produits, puis finalement vous en produisez que 2350. Vous n'allez pas comparer votre coût prévisionnel qui est associé à 2500 produits avec votre coût réel qui, lui, a été calculé pour 2350 produits. D'où l'intérêt de recalculer une prévision pour 2350 produits. Donc si la production effective, c'est-à-dire réelle, est de 2350 produits P, eh bien on va calculer la quantité prévisionnelle pour la production constatée en faisant 2350 cette fois-ci multiplié par 3, ce qui nous donne 7050 kg de M. Donc par rapport à nos standards, on est censé consommer 7050 kg de M. À nous ensuite de voir si au niveau de nos vraies consommations, donc pas nos consommations prévisionnelles, mais nos consommations réelles, est-ce qu'on a consommé plus ou moins de 7050 kg? Et là, on dégagera un écart qui sera soit favorable, soit défavorable. Donc là, j'aborde un petit peu en avance le contrôle de gestion, vous l'avez compris. On continue avec la détermination des coûts unitaires préétablis. Donc comment est-ce que je fais pour déterminer le coût prévisionnel de mes matières premières? Ces coûts unitaires sont parfois difficiles à prévoir. Le gestionnaire doit estimer l'évolution des prix sur certaines matières premières, doit estimer le calendrier de ses achats, puisque parfois plus il achète, plus il aura droit à des réductions. Donc parfois ça peut être compliqué, notamment pour le prix de certaines matières premières qui subissent de grosses fluctuations. Donc on dit que les matières sont alors très spéculatives, donc par exemple c'est le cas du cuivre. C'est quasiment impossible de calculer un coût unitaire standard stable. Donc la meilleure solution, c'est alors d'intégrer tous les coûts que l'on peut prévoir avec le plus de certitude possible, et puis au dernier moment, on va intégrer la valeur de la matière ou du composant spéculatif. Mais puisqu'on est sur du prévisionnel, de toute façon, ça reste des choses qui sont imparfaites. Passons maintenant au calcul des coûts préétablis de la main-d'œuvre directe. Autrement dit, je veux prévoir combien va me coûter la main-d'œuvre que je vais utiliser pour produire. Je veux des coûts ici prévisionnels. Je vais donc établir ce qu'on appelle des standards techniques. Ces standards techniques vont se baser sur une analyse complète du travail qu'il y a à effectuer sur le produit que je suis en train de fabriquer. Et c'est encore une fois le bureau des méthodes qui va élaborer ces standards. On peut appeler également des gammes d'opérations. Donc il va déterminer par exemple combien de temps il est nécessaire pour découper telle pièce, combien de temps est nécessaire pour emballer telle pièce, donc en découpant les opérations une par une.
Donc pour élaborer ces standards techniques, en fait, le bureau des méthodes peut procéder par chronométrage. Donc il va chronométrer chacune des opérations qui doit être réalisée dans le processus de production. Donc regardez combien de temps la main-d'œuvre doit passer pour réaliser ces tâches. Et il va tenir compte également d'un temps de mise en train, puisqu'il faut que la main-d'œuvre se mette en route. Donc il y a peut-être un temps d'habillage aussi avant de commencer à véritablement être productif, un temps de réglage de la machine. Et il va également tenir compte d'un temps de relâche, puisqu'il y a dans l'entreprise des temps de pause obligatoires, donc le personnel ne peut pas travailler sur l'ensemble de son temps de présence. Ensuite, on va considérer le taux de rémunération de ce personnel, donc qui correspond à ce qu'on appelle un coût standard de l'heure, donc qui va dépendre du personnel que vous considérez. Il y a du personnel cadre, du personnel non cadre, donc qui est payé à un certain taux horaire. Et vous allez du coup faire le rapport entre le temps productif et le temps payé, qui vous permettra de déterminer un taux de rémunération que vous pourrez prendre en compte pour votre prévision. Mettons cela en application à partir d'un exemple. Considérons un ouvrier qui, compte tenu de la législation actuelle, doit environ 1645 heures de présence annuelle. Les salaires versés et les charges sociales représentent pour cet ouvrier une charge annuelle de 20 398 €. Bien que ce coût soit fixe par nature, nous allons être amenés à le considérer comme variable, c'est-à-dire proportionnel au temps de travail. Par ailleurs, les services techniques indiquent que 20% du temps de présence est improductif pour les salariés en moyenne. Dans un premier temps, j'aimerais que vous me déterminiez combien d'heures de temps de travail productif ce salarié fournit sur l'année. Alors regardez les informations de votre contexte. Il est noté ici qu'il sera présent 1645 heures sur l'année. Et on vous dit également qu'il y a 20% du temps de présence qui est improductif, ce qui signifie de fait qu'il y a 80% du temps de présence qui lui est productif. En combinant ces deux informations, on peut donc déterminer que l'ouvrier fournira 1316 heures productives en faisant 1645 fois un coefficient de 80%. On va donc pouvoir en déduire le taux horaire standard, qui est en fait le taux horaire du temps de travail productif, en faisant le rapport ici entre les 20 398 € que vous avez ici et le nombre d'heures où il est effectivement productif. Vous allez avoir un taux horaire de travail productif qui s'élève à 15,50 € de l'heure. Dès lors, toute production pourrait être valorisée à partir de ce coût. De ce fait, si une pièce nécessite un temps alloué de 2,5 heures de travail, il faudra incorporer 2,5 multiplié par 15,5 € de l'heure, soit une charge préétablie de main-d'œuvre de 38,75 €. Considérons maintenant l'exemple numéro 2. On vous dit que le bureau des méthodes a établi que l'opération X122 relative au produit A exige un temps moyen de réalisation qui est fixé à 9 minutes par unité. Cette opération est réalisée au moyen d'un outillage qui doit faire l'objet d'un réglage systématique qualifié chaque matin. Un réglage systématique par l'ouvrier qualifié chaque matin. Je commence à fatiguer. Ce réglage dure 12 minutes en moyenne. L'ouvrier qualifié est rémunéré mensuellement 1800 € bruts. Les charges sociales patronales représentent 40% de ce montant. La semaine de travail s'étale sur 35 heures, soit 5 journées de 7 heures, et les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés et de 10 jours fériés par an. On tiendra compte d'un taux prévisionnel de maladie ou autre absence qui est de 5 jours par an. On va commencer par calculer le taux horaire effectif payé, charges sociales comprises. Pour cela, on a besoin de déterminer combien nous coûte ce salarié annuellement. Alors, on regarde un petit peu le contexte et on voit qu'il est rémunéré sur la base d'un salaire brut de 1800 €. On vous précise par ailleurs que les charges sociales patronales représentent 40% de ce montant. Alors, dites-moi, les charges sociales patronales, ça vient en plus du salaire brut ou en moins quand on veut déterminer le coût du travail? Eh bien, ça vient en plus. Rappelez-vous, le coût du travail, c'est le brut plus les cotisations patronales. Par contre, le salaire net, c'est-à-dire ce que touche effectivement le salarié, c'est le brut moins les charges salariales
moins maintenant la retenue à la source. Donc ici, il va falloir considérer le salaire brut pour 1800, le coût des cotisations patronales donc, qui est de 40% de 1800. Ça va vous donner votre coût mensuel, mais comme ici vous voulez rapporter cela à une donnée annuelle, puisque on va vous donner le temps de travail effectif sur l'année, eh bien on va multiplier tout ça par 12. Cela nous donne salaire brut 1800, cotisation patronale 40% de 1800, soit 720 €. J'additionne les 1800 et les 720 pour trouver le coût du travail mensuel pour ce salarié. Ça me donne 2520 €. Et comme ce salarié travaille sur l'ensemble de l'année, je multiplie ce coût du travail par 12 pour trouver un coût annuel de ce salarié qui est de 30 240 €. Je vais rapporter ce coût annuel à la durée annuelle du travail que fournit ce salarié, que je vais mettre en heures. On a ici un salarié dont la semaine de travail s'étale sur 35 heures avec 5 journées de 7 heures. Et on vous dit que les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés. Alors s'il y a 5 semaines de congés payés, ça veut dire qu'ils travaillent combien de semaines par an? En fait, il y a dans une année 52 semaines, et puisqu'il y a 5 semaines de congés payés, ils travaillent de fait 47 semaines. 47 semaines de 35 heures. Ça, c'est notre base. À partir de là, on va considérer les informations complémentaires, à savoir le fait qu'il y a 10 jours fériés par an, ici. Donc il y a 10 jours que l'on ne fera pas, sachant que dans une journée, il y a 7 heures de travail. Et on tiendra compte par ailleurs d'un taux prévisionnel de maladie ou autre absence de 5 jours par an. Donc on enlève encore 5 jours à 7 heures de travail par jour. Ce qui nous donne donc 35 heures multiplié par 47 semaines, moins 15 jours d'absence, multiplié par 7 heures, soit 1540 heures pour 220 jours travaillés sur l'année. On peut donc calculer le taux horaire effectif du temps payé. Ce n'est pas le temps productif, c'est simplement ici le temps payé, en faisant le rapport entre 30 240 et 1540 heures, ce qui nous fait un taux de 19,63 € par heure. On va alors pouvoir réfléchir afin de calculer le taux horaire de travail productif. Pour cela, on va se baser sur le temps de travail qui est payé par jour. En l'occurrence, il est noté que les journées font 7 heures. Concrètement, ici, quand vous regardez votre contexte, il apparaît que votre salarié travaille sur un outillage qui doit faire l'objet d'un réglage systématique chaque matin. Ce réglage dure 12 minutes en moyenne. On va donc pouvoir calculer le temps de réglage par jour que l'on va mettre en heures. Il y a 12 minutes de réglage. Quand on traduit ces minutes en heures, eh bien on va diviser par 60 pour trouver un temps de réglage qui est de 0,2 heures. De ce fait, il y a un temps productif par jour qui n'est pas de 7 heures, mais qui est de 7 heures moins le temps de réglage, c'est-à-dire de 6,8 heures. Or, nous avons dit tout à l'heure que le salarié travaillait sur 220 jours. Il va donc fournir au total sur l'année 220 multiplié par 6,8 heures de temps de travail productif par jour, soit 1496 heures de temps productif sur l'année. On va ainsi pouvoir calculer le taux horaire effectif du temps productif en faisant le rapport entre les 30 240 € qu'on a trouvé tout à l'heure et les 1496 heures de temps productif, ce qui nous donne un taux horaire effectif qui est logiquement plus élevé que le taux horaire du temps payé. On trouve ici un taux horaire de 20,21 € par heure. De ce fait, nous allons être en mesure de déterminer le coût préétabli de la main-d'œuvre pour l'opération X122 qui est relative au produit A. Cette opération exige un temps moyen de réalisation qui est fixé à 9 minutes par unité. Donc sachant que le taux horaire est à 20,21 € de l'heure, on va pouvoir ici prévoir le coût de la main-d'œuvre pour cette opération en faisant 20,21 €, donc le taux horaire du temps productif,
multiplié par 9 sur 60, donc 9 minutes que je traduis en heures, ça fait 9 divisé par 60 heures, soit un coût de 3,03 € pour cette opération. Continuons tout de suite avec la détermination des coûts préétablis des unités d'œuvre. Alors d'habitude, pour calculer les coûts des unités d'œuvre, en fait, on se base sur un tableau de répartition des charges indirectes. On prévoit de fait le montant des charges indirectes qui va être consommé par un centre d'analyse, que l'on divise par le nombre d'unités d'œuvre qui va être consommé par ce centre. D'une manière prévisionnelle, le coût préétabli des unités d'œuvre résulte de la détermination préalable d'un budget standard des charges du centre de travail. Autrement dit, on va prévoir les charges consommées par le centre d'analyse. Pour déterminer le coût unitaire préétabli, on prendra alors le montant du budget standard, c'est-à-dire le montant prévisionnel des charges qui vont être consommées par le centre d'analyse, divisé par le niveau d'activité normale, niveau d'activité qui va être traduit souvent par un nombre d'unités d'œuvre, donc ça peut être un nombre d'heures, ça peut être un nombre de produits. Pour déterminer le budget standard, eh bien, on va avoir deux types de charges, des charges variables qui seront proportionnelles à l'activité et des charges fixes qui représentent la structure du centre. Autrement dit, on va avoir des charges indirectes variables et des charges indirectes fixes. Le coût préétabli de l'unité d'œuvre résulte de la somme du coût variable unitaire préétabli et du coût fixe unitaire préétabli, calculé sur la base d'une activité normale. Mettons tout de suite cela en application. Le budget d'un centre de fabrication est ainsi prévu pour une activité normale de 10 000 heures de main-d'œuvre. L'heure de main-d'œuvre ici est considérée comme l'unité qui va permettre de déterminer le niveau d'activité normale, donc c'est une unité d'œuvre ici. Et cette unité d'œuvre pour une activité normale est de 10 000. Donc vous avez ici l'ensemble des charges indirectes de l'entreprise, parmi lesquelles des charges de personnel, de l'entretien, du petit outillage, de l'énergie, de l'amortissement, et vous avez le total des charges du centre, qui est en fait un total de charges indirectes décomposé en 900 000 € de charges indirectes fixes et 300 000 € de charges indirectes variables. De fait, pour déterminer le coût préétabli de l'unité d'œuvre, on va prendre le total des charges du centre, à savoir 1 200 000, je vais vous surligner ici, 1 200 000, divisé par le nombre d'unités d'œuvre en activité normale, c'est-à-dire ici 10 000 heures. Le coût préétabli de l'unité d'œuvre en euros est donc de 120 €. Ce coût préétabli peut être décomposé en un coût unitaire, coût préétabli d'unité d'œuvre fixe, et un coût préétabli variable. Ici, vous avez le total des charges fixes et le total des charges variables qui vous permettent de déterminer aisément ces coûts. En faisant 900 000 divisé par l'activité normale, vous trouvez un coût d'unité d'œuvre de 90 pour la partie fixe et 30 pour la partie variable en faisant 300 000 divisé par 100 000. Une fois qu'on a établi notre budget standard, on va pouvoir aisément établir ce qu'on appelle un budget flexible. Un budget flexible, c'est une prévision des charges consommées qui va être établie pour différents niveaux d'activité, puisque quand on prévoit l'activité, on peut avoir des prévisions optimistes et des prévisions pessimistes. Eh bien, on va pouvoir prévoir le montant des charges indirectes consommées grâce à ce budget flexible. Donc l'objectif, c'est de prévoir le coût total d'un centre de travail, donc le coût total d'un centre d'analyse sous plusieurs hypothèses d'activité. De manière générale, le budget flexible est une fonction de l'activité qui prend la forme d'une équation de type y égale ax plus b. Y, c'est le montant des charges du centre de travail, qui correspond à un coût variable et un coût fixe. Donc A représente le coût variable unitaire du centre, qu'on a appelé tout à l'heure coût d'unité d'œuvre variable, et B représente les charges fixes préétablies totales du centre de travail. Le montant des charges fixes totales correspond aux charges fixes préétablies normales pour tous les niveaux d'activité qui correspondent à une structure donnée. Mais vous le savez, la structure d'une entreprise peut évoluer, donc un changement de structure peut amener à une modification des charges fixes préétablies, et donc il peut y avoir plusieurs équations du budget flexible. Mettons cela en application avec notre exemple précédent. Donc si on se centre sur l'exemple précédent, tout à l'heure, on avait identifié ici un coût variable unitaire qui était de 30, c'était le coût d'unité d'œuvre variable, et le montant des charges fixes pour notre niveau d'activité normale qui était de 10 000 s'élevait à 900 000.
On suppose que cette équation est correcte à l'intérieur d'un palier d'activité qui va de 8 000 à 12 000 heures et que le montant des charges fixes ne serait que de 750 000 € pour des activités inférieures et qu'il serait au contraire de 1 040 000 € pour des activités supérieures. On va alors établir le budget flexible suivant, vous le voyez, hein, vous avez différents niveaux d'activité et vous allez prévoir le montant des charges indirectes du centre d'analyse. Donc on n'a qu'à remplir, hein, on commence par les charges fixes. Donc les charges fixes, elles s'élèvent à 900 000 € pour un palier qui va de 8 000 à 12 000 heures. Donc on va remplir 900 000 pour la ligne charge fixe de 8 000 à 12 000. En dessous, ça sera 750 000 et au-dessus, 1 040 000. Ce qui nous donne donc la première ligne suivante. Ensuite, on continue avec les charges variables. Les charges variables s'élèvent à 30 € par unité, c'est le coût d'unité d'œuvre variable. On va donc faire 30 fois 6 000, 30 fois 8 000, 30 fois 10 000, etc., etc. pour remplir la deuxième ligne. Ce qui nous donne 180 000, 240 000, 300 000, 360 000 et 420 000. On peut ainsi prévoir le budget total du centre d'analyse pour différents niveaux d'activité en additionnant les charges fixes et les charges variables. 750 plus 180, 900 plus 240, 900 plus 300, etc., etc. Ce qui vous donne donc les montants suivants. Cela va vous permettre de déterminer le coût d'unité d'œuvre pour chaque niveau d'activité. Ce coût d'unité d'œuvre va s'obtenir en prenant le montant du budget. Donc par exemple ici 930 000 qui est le total des charges indirectes du centre, divisé par le niveau d'activité, c'est-à-dire divisé par 6 000. On fait la même chose pour chaque niveau d'activité. Donc on retrouve 155, 142,5. Vous voyez qu'on retrouve également les 120 qu'on avait tout à l'heure pour notre niveau d'activité normal qui était de 10 000. Et vous avez ainsi un coût d'unité d'œuvre qui diminue lorsque l'activité augmente. Ce coût d'unité d'œuvre peut être décomposé en un coût d'unité d'œuvre fixe et un coût d'unité d'œuvre variable. Le coût d'unité d'œuvre fixe, c'est le rapport entre les charges fixes que vous avez ici divisé par le niveau d'activité. Et le coût d'unité d'œuvre variable, évidemment, c'est le rapport entre les charges variables et le niveau d'activité. Vous trouvez ainsi un coût d'unité d'œuvre fixe qui passe de 125 à 74,29, donc qui diminue au fur et à mesure que l'activité augmente, et un coût d'unité d'œuvre variable qui reste constant. Ainsi, on va pouvoir déterminer l'équation du coût d'unité d'œuvre. Ce coût d'unité d'œuvre est composé à chaque fois d'une composante variable ici qui est constante, vous voyez, on est à 30 tout le temps, et d'un coût d'unité d'œuvre fixe qui a été calculé systématiquement en faisant le rapport entre les charges fixes et l'activité. Alors là, je vous ai surligné ce qui se passe pour une activité de 6 000, mais si je me base ici sur mes charges fixes qui sont autour de l'activité normale, je me retrouve avec 30 ici, qui est mon coût variable unitaire d'unité d'œuvre, plus les 900 000, vous voyez les 900 000 de charges fixes, on est sur le même palier, divisé par l'activité, donc divisé par X. Et ceci est valable pour une activité qui va de 8 000 à 12 000. Alors la notion de budget flexible sera utilisée, là vous apprenez à l'établir dans une optique purement vraiment calculatoire, hein. C'est l'outil technique que je vais vous faire découvrir, mais vous allez vous en servir essentiellement pour calculer des écarts sur charges indirectes lorsque vous rentrerez véritablement dans le contrôle de gestion. Voilà, c'est tout pour le cours, et du coup, on va continuer avec des exercices. Tout d'abord, le cas prévis qui va vous permettre de mettre en application tout de suite les notions que l'on vient de voir sur le budget flexible, et ça va surtout nous permettre de faire une comparaison entre des coûts constatés et des coûts préétablis, et donc de calculer et d'apprendre à analyser des écarts. Pour la suite, je vais vous demander de faire le cas Xénon et le cas Pulmarine en autocorrection. Donc pour le cas prévis, il y aura une vidéo qui vous expliquera les notions, mais pour le cas Xénon et le cas Pulmarine, les corrections seront sur le NT, puisque c'est pas très compliqué, donc je pense que vous allez vous en sortir. Et bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions. A tout à l'heure pour la vidéo sur le cas prévis. En attendant, prenez une petite pause et remettez-vous au travail très rapidement.